Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième chronique du Pepperman de 2018. Alors, je vous rappelle le concept de la chronique. Moi, c'est Marc Gagnon de Pepperman. Je travaille à la bibliothèque François Hertel du Cégep de la Pocatière et j'ai décidé de faire une chronique par semaine pour vous jaser de BD, particulièrement des BD que nous avons ici à la bibliothèque. Alors, tous les livres dont je vais vous parler, tous les BD que je vais vous parler sont des BD qui sont disponibles à la bibliothèque François Hertel. Vous pouvez venir les emprunter, venir les regarder, venir les lire, il n'y a aucun problème, ça me fait un grand plaisir. Et puis, si vous avez besoin d'avoir des questions, ben ça me fait plaisir d'y répondre aussi. Et je vous rappelle que je suis en direct, alors j'ai pas d'effets spéciaux, j'ai pas de filet. Alors, ce que je dis, je le dis là. Alors, il n'y a pas de flafla. Alors, c'est vous et moi. Et je vais répondre à vos commentaires, à vos questions et bien entendu, vos suggestions en direct. Alors, si des fois, ça peut paraître confus quand je vous présente des choses, c'est parce que je vais discuter avec les gens. Alors, il y a déjà Stéphane qui me dit bonjour. Alors, bonjour Stéphane. Stéphane qui est un fidèle auditeur et mon ami Yann Richard aussi de Montréal. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, à m'envoyer un petit message, je peux les lire en direct. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs petites choses, plusieurs BD que j'ai décidé de vous parler. En fait, ce matin, j'ai refait le même exercice que je faisais l'année passée. Alors, je suis allé dans la collection, j'ai choisi 5 BD au hasard, 5 BD que j'ai lus, bien entendu, parce que c'est important de pouvoir bien en parler. Et puis, je vais également parler de différents trucs que j'ai vus. D'une grosse nouvelle sur Conan, entre autres, qui va avoir sa propre collection chez Glénat. Alors ça, je vais en discuter un peu parce qu'il y a quand même des gros noms qui sont rattachés à cette nouvelle-là. Et puis, quelques nouvelles aussi par rapport au monde de la BD. Puis je vais revenir sur un roman que j'ai commencé à relire, qui est American Gods de Neil Gaiman. Pourquoi? Parce que j'ai terminé la série télé, alors ça m'a donné le goût de relire le roman. Alors, je vais en discuter un peu parce que Neil Gaiman, c'est quand même quelqu'un qui a fait aussi énormément de BD. Alors, je vais en discuter un peu. Et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, allez-y. Alors, vous pouvez me poser. Alors, les 5 BD que j'ai sélectionnés carrément par hasard. Alors, je me suis promené, j'ai choisi. Je vais commencer par Millar, Marc Millar, juste ici. Alors, excusez-moi si je fais des opérations... des opérations en même temps. Marc Millar, on le connaît, c'est un scénariste quand même assez connu, assez reconnu d'ailleurs. Il est considéré comme un grand scénariste. Et puis, j'ai décidé de vous parler de sa série qui est Chrononauts de Millar au scénario et de Murphy au dessin. Une petite BD qui est parue chez Panini Comics. Je l'ai dit, Panini Comics sont vraiment rendus, se spécialisent dans la traduction des BD qui sont parus chez Marvel. Toujours des super beaux bouquins, hardcover, très bien traduits, surtout quand même très abordables pour les gens. Puis ils sont très rapides, hein, je veux dire, ça sort, puis rapidement sont traduits chez Panini Comics. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, ça va me permettre de mettre mes lunettes. J'ai toujours l'air plus intelligent quand je mets mes lunettes. Quel pied de voyager dans le temps, enfin, sauf quand on ne doit faire face à de dangereux criminels dans le passé et à un boss vraiment désagréable dans le futur. Corbin Quinn et Danny Riley sont 2 Américains au sang chaud, mais ce sont aussi des scientifiques de génie qui vont tenter une première mondiale, voyager dans le temps. Hélas, tout ne se passe pas comme prévu, et les 2 hommes se retrouvent embarqués dans de folles aventures à travers les âges. Alors, Marc Millar, on le connaît pour un paquet de choses, Sean Gordon Murphy également. Alors ici, c'est le volume 1. Je n'ai lu que le volume 1 pour l'instant. On y va vraiment avec un univers déjanté un peu. Les 2 scientifiques sont complètement éclatés. Normalement, c'est 2 têtes folles complètement. Vraiment, c'est des génies. Mais c'est des génies qui ne sont pas conscients, dans le fond, de des conséquences de leurs gestes. Alors, c'est un petit peu un mélange entre... Retour vers le futur, côté voyage dans le temps, côté répercussion au niveau du continuum espace-temps, puis beaucoup de comédie à l'intérieur de ça, mais c'est surtout très incohérent. Alors, il y a certaines personnes qui me disent « T'aimes toujours les BD dont tu nous parles et tu dois bien avoir des BD que tu n'as pas aimées. » C'est vrai, j'en ai, puis ça, c'en est une. J'ai pas détesté cette BD-là en tant que telle, mais j'ai tellement trouvé ça incohérent, j'ai tellement trouvé qu'il y avait
des trous au niveau du scénario, des personnages qui apparaissent, qui sont pas là. On va jouer beaucoup avec les époques, beaucoup avec le temps. Alors, les deux personnages vont comme se créer des nouvelles vies dans le passé, des vies de riches, des vies de pauvres. On va mélanger avec des personnages historiques à l'intérieur de tout ça. Je trouve que il manque un petit quelque chose. C'est sûr que c'est le fun. Quand on lit ça, c'est du fun vraiment d'un bout à l'autre. On rit, on rigole, c'est bien fait, on se prend pas trop au sérieux. Puis c'est peut-être là que je devrais peut-être faire une troisième lecture pour bien essayer de reprendre la lecture, mais d'un côté plus ludique, puis de me dire que dans le fond, Miller se prenait pas au sérieux, puis dans le fond, il se fout des trous scénaristiques à l'intérieur de cette BD, peut-être. J'ai trouvé que le concept était super accrocheur. Les deux personnages sont merveilleux, sont super drôles, sont bien définis dans toutes leurs forces et leurs faiblesses. Côté dessin, Morphée, je trouve que c'est un dessin quand même assez classique. Je peux vous en montrer une image au niveau de la coloration aussi. Je trouve que des fois, ça manque de finition. Je trouve qu'il y a certaines plages où c'est vraiment super bien dessiné. Certaines cases qui viennent nous chercher, puis d'autres où on dirait qu'il est comme un peu de laisser aller au niveau du dessin. C'est pas tout égal, selon moi, au niveau du dessin. Comme je vous disais, des personnages historiques, là, ici on voit Kennedy avec Jackie dans la fameuse, dans son assassinat. Alors, oui, on va vraiment jouer dans toutes ces étapes-là, mais malgré le fait que j'ai trouvé ça que c'était très accrocheur, que j'ai beaucoup aimé le concept, je trouve qu'on aurait dû prendre un peu plus de temps pour rendre toutes les histoires de ces voyages-là cohérents. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, à mon avis. Alors, mais c'est quand même une belle BD à lire. Le tome 1 est disponible à la bibliothèque. Je vais commander le tome 2 quand il va sortir chez Panini. Il doit être sorti d'ailleurs, il faut que je fasse une recherche, là. Mais ce n'est certainement pas, à mon humble avis, le meilleur de Marc Millar, qui nous a donné des meilleurs BD que ça. Mais c'est quand même à lire si vous aimez les gens qui voyagent dans le temps et qui sont vraiment complètement là, éclatés. Là. On y va avec ça. Je continuerai ma deuxième petite BD avec quelque chose de bien meilleur, selon moi, qui est Un homme en colère, c'est Men of War de Jason Aaron. Jason Aaron, on le connaît pour quelque chose, entre autres Sutton Bastard, que j'avais adoré, une série de 3 BD, je pense que le tome 4 va sortir bientôt. C'est chez Urban Comics. Urban Comics, qui est le penchant de Panini Comics, mais par rapport à tout ce qui se fait chez DC et chez d'autres éditeurs. Encore une fois, une qualité extraordinaire de livre, du hardcover, une très belle traduction. Urban Panini font vraiment des super belles BD. Il y a Simon qui me dit « Salut Mystère, salut mon ami Simon. Très, très heureux que tu sois là. Excusez-moi, là, j'ai comme eu un genre de bug. Je vous le dis, je suis en direct, hein, fait que des fois, il y a des messages qui rentrent, puis je suis dans mon lieu de travail, alors il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver. J'ai trouvé que c'était vraiment de la bombe. J'ai trouvé que c'était super bien écrit. J'ai trouvé le dessin vraiment angoissant. Premièrement, c'est hyper violent. Je vais ouvrir la 4e couverture, puis après ça, je vais en parler un peu. Alors, aussi loin qu'on se souvienne, la lignée des Rats fut entachée par le meurtre. Ira semble pourtant s'être accommodé de la malédiction familiale en l'érigeant en véritable philosophie de vie. Tueur à gage, Ira Rat est impitoyable. Femme, enfant ou vieillard, personne ne trouve grâce à ses yeux. Pas même les membres de sa propre famille. Rien ne semble pouvoir arrêter le professionnalisme de cette machine à tuer. Rien, si ce n'est peut-être un cancer récemment déclaré. Jason Aaron, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de la famille, beaucoup de la cellule familiale dans ses livres. Et cette BD-là ne fait pas exception, selon moi. Je pense qu'il a ciblé ce côté-là. Premièrement, le personnage principal, qui est un tueur à gages, est un salaud de la pire espèce. Habituellement, on essaie de dépeindre les tueurs à gages comme des gens qui ont une certaine morale. Hein? On se rappelle de la Mangousse, exemple dans 13, qui explique clairement ni femme ni enfant. On se rappelle également le professionnel de Luc Besson. Tu sais, c'est tout le temps quelqu'un qui, oui, sont des tueurs, mais qui le font avec une certaine moralité qui vont s'imposer à eux autres mêmes. Mais là-dedans, le personnage principal n'a aucune moralité.
femme, enfant, chien, chat, frère, sœur, mère, all the way, tout y passe. Il s'en sac comme dans l'an 40. Il est hyper violent, il n'y a aucune pitié. C'est un personnage torturé, c'est un personnage qui, on le sent, subit cette pression de son héritage familial sur ses épaules. Puis, c'est un personnage de peu de mots, mais de beaucoup d'action. Et il va au début de l'aventure recevoir la visite d'un de ses employeurs qui va lui demander de tuer son fils. Et oui, son fils qui attend d'ailleurs un enfant, parce que sa conjointe attend un enfant. Et il va bien entendu accepter le contrat parce qu'on le dit. Pour lui, il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a rien qui l'arrête. Mais il va apprendre un peu plus tard qu'il souffre d'un cancer incurable. Et puis, ben, il va avoir comme un retour un peu d'un balancier où ils vont se dire, ben là, dans le fond, je peux pas vraiment partir de ce monde-là en tuant mon propre fils qui attend mon propre petit-fils. Fait qu'il va comme retourner la situation, puis là, il va vraiment comme partir pour essayer de sauver son garçon qui s'est mis dans un pétrin du Dieu possible, là. Et ça va finir, bien entendu, en bain de sang. Alors, c'est la vie. J'ai adoré cette histoire-là. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle histoire entre un père et son fils. Bien entendu que, bon, c'est poussé un peu. Je pense pas que quelqu'un d'aussi mauvais que ça peut exister dans la vie. Peut-être que je suis super naïf, là. Le dessin est extraordinaire. Je veux dire, chaque petit détail, surtout au niveau des visages, au niveau des expressions, j'ai trouvé ça super bien fait. J'ai trouvé que le découpage était magnifique également. Ça met beaucoup de rapidité de rapidité au niveau de la lecture. Je trouve que c'est super facile à lire, c'est bien découpé. La coloration vient rajouter un petit côté sombre. C'est bien entendu une BD qui est très violente. C'est une BD qui est excessivement qui nous touche parce que, je veux dire, c'est familial. C'est quelqu'un qui accepte de tuer son fils, on ne le voit pas souvent. Et on a encore une fois un magnifique cahier graphique à la fin de cette BD-là. Alors, Man of Rap de Jason Aaron et de Ron Carney, c'est chez Urban Comics. J'ai adoré cette lecture-là. Il n'y a pas de suite, c'est vraiment comme un genre de one-shot. Puis, c'est un beau personnage, torturé comme je les aime. Alors, BD à lire, mesdames et messieurs. Je continue chez Milady. Milady, wow, on va tomber, hein? Milady, qui est une maison d'édition qui habituellement se spécialise dans le fantastique, dans l'horreur également, ont adapté une BD, une aventure de Joe Hill, excusez-moi, qui est la cape. Je vais revenir ici, là, juste ici, attendez-moi un instant. Ça ne sera pas très long, c'est parce que j'ai comme eu un bug. Je vous reviens. C'est vraiment incroyable, mon ordinateur est buggé, alors j'espère que ça n'a pas... Bon, Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, qui a écrit The Cape. Et ça ici, c'est la BD qui a été Monsieur Pro qui m'a dit salut Marc, salut Monsieur Pro, qui a été adapté au dessin. Lui qui a fait le scénario, je vais vous revenir avec les noms. Alors, c'est Jason Ciremella et Zach Howard au dessin. Encore une fois, c'est vraiment une histoire très, très, très trouble. C'est encore une fois une dynamique familiale complètement différente. Puis ça vient encore nous chercher à l'intérieur de ça. C'est une relation entre deux frères et leur mère. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Qui n'a pas rêvé de s'élancer dans les airs, de détenir d'extraordinaires pouvoirs, mais qu'arrivait-il si ce rêve se réalisait? Tu me l'apprends, je ne savais pas que Milady faisait de la BD. Oui, mon cher, j'en ai un autre de Milady qui font de la BD. Eric est un homme brisé depuis l'accident tragique qui a bouleversé sa vie à 8 ans et lui a arraché ses rêves de grandeur. Rien n'a plus de sens. Si seulement il remettait la main sur la cape de son enfance. L'impossible serait à portée de main. Il pourrait s'envoler vers le ciel et assouvir enfin ses désirs vengeance. C'est toujours dans l'innocence que le mal véritable prend sa source, disait Ernest Hemingway, tiré d'une nouvelle de Joe Hill, scénarisée par Jason Ciremella et dessinée par Zach Howard. Emerson Daniel de Cape pulvérise le mythe des super-héros et enveloppe sa dépouille sanglante dans un lingueuil d'un bleu élégant. Et ça a été nominé pour un prix Will Eisner, qui est quand même
quand même assez prestigieux. Alors, de Cape, c'est un jeune garçon, Eric, qui a 8 ans, qui joue avec son frère. Ils sont sur une branche et il y a une cape. Et puis, il joue au super-héros. Alors, lui est le héros et son frère est le méchant. Et puis, la branche va céder. Et puis, il va se rendre compte que la cape, cette cape-là, a vraiment la possibilité de voler, mais il va vraiment avoir un accident, grave accident qui va l'hypothéquer, qui va le rendre invalide. Et puis, toute sa vie, il va en vouloir à sa mère qui va avoir fait disparaître cette cape-là. Il va la retrouver, la cape, à un moment donné. Et effectivement, la cape a des pouvoirs magiques, lui permet de voler. Et puis, on va avoir comme un retournement de situation où ce que, dans la réalité, ce personnage qui est excessivement troublé parce qu'il était renfermé sur lui-même, beaucoup de jalousie, toute sa vie, il a vraiment comme, il en a voulu à son frère, il en a voulu à sa mère, il y a beaucoup de rancœur. Et au lieu de jouer les héros avec la cape, il va jouer les méchants. Et son frère, qui est devenu un médecin reconnu, riche, une belle famille et tout ça, pour lui, va représenter le côté gentil. Et il va essayer de refaire toute cette dynamique-là, mais d'un autre côté. Et il va, on va se le dire, devenir un peu fou avec ça. Et il va commettre des meurtres par rapport à ça. Il va essayer vraiment de pousser son frère à la limite. Ça va finir encore une fois dans un bain de sang. C'est Vraiment, Joel, c'est le fils de Stephen King. Ça se ressent à l'intérieur de ça. J'ai toujours dit que Stephen King, c'était de l'horreur vraiment basée toujours sur l'humain. Hein? Stephen King nous parle toujours de ce qu'il y a de pire de l'espèce humaine dans ses romans. Joel, je pense que la pomme n'est pas tombée très loin du pommier. Ici, on a le pire de l'espèce humaine. Et puis, on a une magnifique nouvelle qui est très, très bien adaptée. Je vous mentirais en disant que j'ai lu la nouvelle de Joel. Non, je ne l'ai pas lu. J'ai pas lu énormément de Joel dans ma vie. C'est quelque chose que je dois y remédier. Par contre, cette BD-là, j'ai adoré ça. L'image, les dessins sont super beaux. C'est un très, très beau style. J'ai adoré le style. C'est vraiment super beau. Mais c'est surtout au niveau de l'histoire. Il y a Vincent qui me dit, de Cave, je l'ai acheté à cause de toi. Bon, au moins, je vais avoir servi à quelque chose dans ma vie. De faire acheter une BD à Vincent, qui est un de mes amis, très grand amateur de BD aussi. Alors, tu sais, des fois, on se demande pourquoi qu'on fait cette job-là dans une bibliothèque. On essaie d'amener les gens à la lecture. Quand je réussis à en amener un, c'est une petite victoire pour moi. Alors, Joel chez Milady, très, très, très belle BD à lire. Allez vous chercher ça. Super beau. Je continue encore chez Milady. Et ça, c'est un truc que j'ai lu, ça fait quand même assez longtemps. Ça a été adapté. À la base, c'est un roman. Un roman des Royaumes oubliés, qui est les romans de Donjons et Dragons. Et puis, ils en ont fait une BD. Ici, j'ai seulement les 3 premiers tomes. Dans le fond, c'est le premier cycle. C'est La légende de Drizzt, livre 1. Chez Milady, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Milady font d'excellentes BD au niveau de la fantasy. Et Drizzt d'O'Do'Urden, là, il faudra que je le prononce comme du monde, hein, parce que sinon, je vais avoir l'air de l'innocent. C'est Drizzt d'O'Urden, qui est un elfe noir dans le monde des Royaumes oubliés. Un elfe noir qui, normalement, les elfes noirs sont démoniaques, sont pas gentils, ils veulent toujours avoir le pouvoir, ainsi. Mais lui, il est un peu spécial, il va avoir un petit côté plus humain, et il va essayer de sortir de cette cité perdue, damnée dans laquelle il vit, pour vraiment revenir dans les royaumes oubliés, pour se mélanger à l'espèce humaine, dans le fond, à toute l'espèce sur la surface. Alors, c'est vraiment une très, très belle histoire. C'est R.A. Salvador, qui est quand même un auteur reconnu au niveau de la fantasy, qui a écrit cette histoire-là. Et ça a été adapté en BD. Juste ici, alors, je vais quand même vous nommer les gens. Alors, Salvador, bien entendu, c'est l'auteur. Andrew Dabb, qui a travaillé au scénario, et Tim Seeley comme dessinateur. Alors, c'est quand même assez vieux. Je vous dirais que ça date de quelques années. C'est pas tout à fait récent. Là. Habituellement, je parle de BD un peu plus récentes, mais c'est des BD encore qui sont très disponibles. J'ai pas la date. Je pourrais vous la trouver. Je vais quand même lire la 4e de couverture. Ça, c'est le tome 1, juste ici, qui est Terre natale. Alors, l'elfe le plus célèbre de la fantasy, en fait, en bande dessinée. Un des elfes les plus célèbres, c'est certainement l'elfe noir le plus célèbre de la fantasy. Alors, Outre-Terre, ça, c'est Menzo Berenzan,
pour les gens qui ont suivi un peu le Donjon Dragon. Terre natale du jeune prince Drizzt Do'Urden, où se dresse la vaste cité exotique de Menzoberranzan. Je l'ai dit, Outre-Terre, c'est comme le lieu. Drizzt atteint l'âge de la maturité dans l'univers implacable de sa ténébreuse espèce, les Elfes Noirs. Possédant un sens de l'honneur à toute épreuve, Drizzt fait face à un véritable dilemme. Peut-il vivre dans un monde qui rejette toute forme d'intégrité? Terre natale est le premier volet de la légende de Drizzt de Salvador dans l'univers épique des royaumes oubliés. Alors, ça, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est Terre d'exil, et le tome 3, Terre promise. Milady font des super belles BD. Ah, mon ami Sam qui me dit bonjour, 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 bonjour Sam. Très content que tu sois là avec nous. Sam qui est un libraire, qui a une librairie virtuelle, qui a, je me souviens jamais de son nom, c'est Attila Comics, alors qui est excessivement doué au niveau des comics américains. Écoute, ce gars-là me dépasse, c'est vraiment une connaissance accrue. Alors, si vous avez des questions à lui poser, là, ça lui fait toujours plaisir de répondre. Alors, c'est quelqu'un c'est une de mes références. Alors, tome 1, tome 2, tome 3, je sais qu'il y en a d'autres. Ça, c'est vraiment le premier cycle, dans le fond, le premier cycle de la légende. Alors, c'est super bien dessiné, super bien fait. Il faut aimer le genre, bien entendu. C'est un dessin qui est quand même un peu plus classique, là. On s'entend que c'est pas, ça casse pas tout au niveau des dessins. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société des Elfes Noirs, c'est une société qui est matriarcale, c'est une société qui est contrôlée par les prêtresses. Et puis, quand tu es un elfe à l'intérieur de ça, ben, t'as pas beaucoup de choses à dire. Et Drizzt, ben, lui, il veut comme se libérer de tout ça. C'est quand même un personnage légendaire dans les royaumes oubliés. Tu sais, quand je dis que les dessins sont beaux, mais c'est pas à tout casser, mais j'ai quand même bien aimé ça. C'est un dessin un peu plus jeune, un peu plus, je vous dirais, accessible. C'est une très, très belle BD. C'est surtout que ça permet de faire connaître cet univers de Donjon Dragon-là qui est tellement vaste. Et je l'ai dit avec les chroniques de Dragon Dance, là, je peux le remontrer, qui vient juste d'arriver. Je l'ai plus, juste qui est parti. Ah, il doit être en train de se faire traiter, probablement. En tout cas, bref, c'est pas grave. Je pensais l'avoir là, proche de moi. Je l'avais gardé proche parce que je voulais les relire. En tout cas, bref, on a comme il y a comme présentement un petit renouveau pour pour Donjon Dragon, pour les jeux de rôle. Alors, on ressent ça. C'est peut-être aussi commun à la popularité de la culture populaire, la culture geek. Alors, pourquoi ne pas relire des vieilles légendes des royaumes oubliés? Alors, Drizzt, très belle BD chez Milady. Yann, je vais regarder pour ces BD de Drizzt. Oui, ça devrait être encore disponible d'ailleurs, Yann. Il ne devrait pas avoir de problème. Je termine avec un petit coup de cœur, un truc qui m'a sauté dans le visage. Je l'ai passé, je l'ai vu, j'ai dit ouf, je vais en parler. Probablement que j'en ai déjà parlé, sûrement, mais c'est pas grave. Vous connaissez mon amour inconditionnel pour Jodorowsky. Alexandre Jodorowsky, qui est, à mon humble avis, quelqu'un qui a révolutionné le monde de la BD, qui a révolutionné le monde de l'art tout court. Et puis, on sait qu'il fait énormément de fantastique, énormément de science-fiction. Il a travaillé avec beaucoup de monde. Il travaille encore avec beaucoup de monde, d'ailleurs, bien qu'il ne fait moins de trucs. Il a fait, à l'époque, une merveilleuse BD avec Gall. Gall, qui est Jean-Claude Gall, malheureusement, qui est décédé quand même depuis un bout. C'était quand même les années, depuis le milieu des années 90, là, qui était un dessinateur extraordinaire. Quelqu'un qui travaillait sur les détails de ses dessins. C'est sublime. Et puis, il avait fait cette merveilleuse BD-là aux Humanoïdes Associés, qui est la passion de Disso Manante. Alors, on va suivre les aventures de la Disso Manante, qui est une reine qui n'a jamais été battue. Alors, elle va partir en exil pour aller chercher son roi, la personne qui va pouvoir l'aimer, qui va pouvoir l'amener à un autre niveau. Et on va suivre toutes ses aventures. Et on avait déjà commencé à faire une suite à cette livre-là. Je pense que la suite, elle a été réalisée, mais pas par Jodo, mais pas par Cal, parce que malheureusement, il est décédé. Cette BD-là, selon moi, c'est une œuvre d'art, tout simplement. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, Jean-Claude Cal, d'ailleurs, il en 94, qui est décédé. J'étais quand même pas pire. Je me souvenais, là, appartenant au club très fermé des auteurs de bande dessinée pouvant se permettre de passer des années à peaufiner des albums rares et précieux. Tu es beau. Qui ça, tu es beau? Moi? Non. Lui, beau. OK, ça, c'est beau.
Amateur éclairé, il fit partie très tôt des premiers promoteurs en France de la bande dessinée comme 9e art. Parce que oui, il y a encore des gens qui croient que la BD est un art avec un accent. Oui, c'est sûr que j'ai un accent parce que Dominique vient de la France, alors pour mes amis français. Alors, mon Eric, salut Pepperman, je suis un brin en retard, Eric, il n'y a pas de problème, de toute façon, on est là pour jaser, on s'amuse ensemble. Il y en a encore beaucoup qui pensent que la BD c'est un art et il y a encore beaucoup de gens qui prennent le temps de faire des belles BD. Alors, quand j'entends Alan Moore dire que toute la BD qui se fait maintenant, c'est de la merde, puis qu'il n'y a rien de bon qui se fait, puis que c'est toute la bourgeoisie, puis tout ça, ben, il lit pas les mêmes BD que moi. Je connais pas cette BD, la couverture est magnifique, oui, Sam, je vais t'en parler un peu plus, on a encore du temps. Gal avait la particularité de prendre énormément son temps pour faire la BD, ça paraît, parce qu'il faisait de la très belle BD. Malheureusement, il est parti trop tôt. Amateur éclairé, bon, je reviens. As-tu fini de lire Showman Killer de Jodo? Non, mon cher. Non, Simon, j'en ai pas fini. Il était logique qu'il adhère dès l'origine à la formidable aventure pionnière du magazine Métal Hurlant. On se rappelle de Métal Hurlant, j'en ai déjà parlé. Il dessina des récits d'un des pères fondateurs des Humanoïdes Associés, Jean-Pierre Dionnet. D'abord les armées du conquérant, puis la saga Arne, 2 tomes, des livres mettant en scène une antiquité imaginaire dans un noir et blanc d'une méticulosité extraordinaire au point qu'il paraissait impossible d'imaginer son univers sculpté dans l'ombre et la lumière, soudain paré des éblouissements de la quatrichromie. C'est pourquoi le défi de Jodo lui lança, il lui écrivait une histoire flamboyante et tragique, à la seule condition que Gal se mette à la couleur. Indispensable pour coucher sur le papier les visions du créateur de l'Incal. Ainsi naquit la passion de Dissonante, chef-d'œuvre commencé en 87 et publié en 92. Une suite était prévue, Les Enfants de Dissonante. Les planches dessinées par Jean-Claude Cal, reproduites intégralement dans ce volume, parce que c'est un volume qui est un peu spécial. À l'intérieur de ça, on a vraiment les premières planches, montrent qu'il avait encore franchi un seuil dans la maîtrise et l'enrichissement de son art, laissant à ses lecteurs cette sorte de regret que procure une grande symphonie inachevée. Pourquoi je l'ai sélectionné? Ben, c'est surtout pour le dessin. Je vais essayer de vous montrer une partie des dessins de Gal, surtout pour vous montrer les détails. En passant, merci mon cher Dominique de m'avoir dit que j'avais un bel accent et que j'étais beau. Ce qui n'est pas le cas, mais ça fait toujours plaisir de se faire dire. Regarde, je viens de prendre cet exemple-là. Là. Regardez les détails dans le dessin. Là. Je sais que ma caméra n'est pas super belle, puis que des fois, là, ça fait des. C'est pas très clair, là, mais c'était une œuvre extraordinaire de faire cette BD-là. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Là. Au début de tout, là, on a cette merveilleuse chevelure dorée de Dissonante qui est extraordinaire. L'expression du visage, les détails au niveau des ornements, des boucles d'oreilles, c'est vraiment sublime. Et comme on le disait à la fin, ben, il avait commencé à travailler au niveau de la suite. Je vais essayer de vous montrer. Regardez, c'est ici, là. Ça, c'est le croquis. Alors, c'est ce qu'on appelle le crayonné, là. Hein? Voyez-vous, ça, c'est un crayonné. Là. Je vous rappelle que c'est pas terminé, hein, c'est pas l'ancrage, là. C'est le crayonné. Là. Alors, on imagine à quel point cet homme-là prenait énormément de temps à faire ses dessins. C'était sublime. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand je l'avais lu pour la première fois, ça m'avait paru comme improbable comme dessin. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse arriver à une telle perfection. Et bien entendu, ben, Jodorowsky, encore une fois, revient avec des thèmes très forts, qui est très propre à lui. Encore une fois, la puissance de la femme, parce que Jodo, c'est un amoureux des femmes. Dans tous ses BD, il met la femme en avant-plan. Dans la case des métabarons, j'ai toujours dit, les femmes, c'est les personnages les plus importants. Dans l'Incal, il y a toujours un côté féminin au personnage principal qui est fort. Alors, encore une fois, ici, on a un personnage féminin qui est bien entendu excessivement belle, excessivement désirable, mais c'est un personnage qui est
transcende la BD parce que c'est un personnage qui n'a jamais été vaincu. C'est un personnage, c'est une reine d'un milieu extraordinairement violent, un lieu où personne ne peut se promener dans les rues sans se faire attaquer. Elle est reine de tout ça. C'est un genre c'est une... Je ne vais pas faire de comparaison, mais c'est vraiment un personnage qui est fort. Et Jadot fait toujours des personnages comme ça qui, en même temps d'être très fort, a toujours une partie de vulnérabilité qui vient rajouter à la profondeur de ses personnages. Malgré le fait qu'elle est extrêmement puissante, extrêmement bonne au niveau combat et tout, qu'elle est désirable, très belle, elle ne connaît pas l'amour, elle ne sait pas c'est quoi la passion. Elle recherche cette passion-là, elle va faire tout ce voyage-là pour essayer de la trouver, d'essayer de trouver le partenaire qui va lui donner cette passion-là, cet amour-là. Alors, elle va mettre même sa vie en danger, elle va renier son héritage, elle va laisser son trône pour ça. Puis, elle va, bien entendu qu'elle va le trouver, mais je ne vous conterai pas toute l'histoire, mais c'est tellement bien développé, c'est tellement bien pensé. Jadot a cette capacité de venir nous chercher au niveau des émotions que peu de scénaristes ont. Bon, c'est sûr que ça reste, encore une fois, quelquefois explicite au niveau sexualité, quelquefois explicite au niveau violence. On le sait, on ne se le cachera pas. Jodorowsky a toujours aimé ça, écrire ce genre de scénario-là. Et encore une fois, dessiné de main de maître par Gall, mais ça vient rajouter à la puissance de cette histoire-là. C'est une sublime BD. Humanoïdes Associés, on le sait, ils ont révolutionné la BD tant qu'à moi. Et puis ça, ça fait partie de cette révolution-là. As-tu déjà lu la BD collection Histoire que Jadot a écrit pour Métal Hurlant? Non. En passant, la série Métal Hurlant adapte quelques-unes de ces histoires, je te le recommande. Je vais faire une recherche là-dessus, mon cher Simon. Je vais, bien entendu, regarder ça. Je sais que tu m'avais déjà parlé de la série Métal Hurlant qui avait été adaptée et les chroniques de Métal Hurlant, puis bien entendu, les Métal Hurlant qui... malheureusement, sont difficilement trouvables maintenant en format papier. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça se fait qu'une revue comme ça n'a pas été capable de perdurer dans le temps. J'aimerais ça qu'on aille ça au Québec, une revue comme ça. J'ai déjà dit, il y a notre ami Zvebel qui le fait avec Nocturne au niveau de l'horreur, mais une telle revue au niveau du fantastique, au niveau de la science-fiction, je pense que ça reste sa niche au Québec. Je pense qu'on est rendu là au niveau de la BD de genre au Québec, d'avoir cette revue-là. On a Planche qui le fait avec plus le côté auteur, plus des BD intimistes, et ils le font très bien. Je pense qu'on serait rendu là, d'avoir peut-être le penchant un peu plus BD de genre au Québec. Je pense que ça pognerait. Alors, très belle BD à lire, mes amis. C'est quand même assez... c'est encore disponible. Peut-être pas cette BD-là, parce qu'à la fin, on a vraiment comme un cahier graphique, mais je sais qu'il y a une autre version un peu plus simple, où on a seulement l'histoire de base, qui est encore disponible aux Humanoïdes Associés. Courez voir votre libraire ou courez à la bibliothèque, parce que normalement, toutes les bonnes bibliothèques devraient l'avoir, en tout cas la mienne là. D'accord, courez venir me voir pour le lire, alors allez-y. Je terminerai, parce que j'ai terminé mes 5 BD, je vais parler de quelques nouvelles. Hier, j'ai publié une nouvelle qu'un de mes amis dessinateurs en Europe a publié, c'est l'arrivée d'une nouvelle série d'adaptation de Conan chez Glénat. Alors, on a décidé de profiter de notre licence jusqu'à la fin de 2018 parce qu'on sait que Conan va être rapatrié chez Marvel. Mais pour l'instant, c'est encore Dark Horse qui a cette licence-là. Et on a fait un partenariat avec Glénat pour faire une série de BD et pas des nouvelles histoires. C'est réellement des histoires prises de Howard, des nouvelles de Howard qui vont être vraiment super travaillé par les auteurs, ils vont être adaptés, mais c'est des textes d'Howard qui vont être adaptés avec des dessinateurs de renom. Alors, j'ai mis la liste des gens qui vont travailler là-dessus. On en a quelques-uns. Écoutez, on parle de Jean-David Morvan qui va travailler sur la Reine de la Côte-Noire. On parle de Luc Brunswick qui va travailler là-dessus aussi. Écoute, je vais essayer de trouver les noms, si vous me permettez, si vous me permettez, le Colosse Noir qui va être fait par Vincent Brouquois au scénario et Ronan Toulotte au dessin qui a fait Roy de Ribot et Iradé bien récemment. Ça va être sublime, je veux dire, ça va être extraordinaire. Il y a un paquet de noms qui va travailler là-dessus.
Puis on a vraiment pris les meilleures aventures de Conan pour les adapter. Et si vous voulez voir les premières planches que Monsieur Toulat, je sais pas si je le prononce bien là, parce que j'ai l'accent québécois qui essaie de parler, de prononcer un autre dessinateur européen. Alors je sais pas, mais en tout cas, bref, allez voir sur son site, je mettrai le lien. C'est magnifique. Les premières esquisses sont extraordinaires. Conan, c'est un personnage légendaire, c'est un personnage c'est iconique. Je veux dire, Howard a créé avec Conan, vraiment, a créé un nouveau mythe, un nouveau style également d'écriture qui est l'Heroic Fantasy. Alors, l'Heroic Fantasy, ce qu'on appelle la Sword and Sorcery, c'est en partie avec Howard que ça a été développé. Alors, on lui doit ça. Puis je sais que Patrice Louinet va travailler sur cette série-là. Patrice Louinet, qui est probablement un des plus grands connaisseurs de Howard sur la planète, qui est un Français que j'ai eu la chance d'avoir son livre dédicacé. C'est quelqu'un qui connaît Howard sur le bout de ses doigts. Alors, je pense qu'on va avoir quelque chose de qualité et surtout, on n'aura pas quelque chose qui va être édulcoré comme on a eu dernièrement. Je sais que j'en ai déjà parlé, les 3 romans qui ont sorti chez Bracolone sont extraordinaires parce qu'ils ont été retraduits. Vraiment, les textes originaux d'Howard, c'est vraiment des sublimes bouquins. Un peu cher, par contre, Bracolone, je vous l'ai dit. Et là, on prend la même équipe, Patrice Louinet qui a travaillé là-dessus. On met des dessinateurs de génie, des scénaristes de génie. On prend avec Leda, on va travailler là-dessus avec Dark Horse parce que ça va faire quelque chose d'explosif. Si on a une série à suivre cette année, je crois que c'est Conan. Je pense que c'est une des très, très grosses nouvelles au niveau BD sur la planète présentement, cette annonce de la série Conan. Alors, suivez ça sur mon fil Facebook, vous allez avoir des nouvelles parce que moi, c'est sûr et certain que je vais en partager puis que je vais en parler. Alors, et je terminerai, parce que j'ai dit que j'en ai parlé, j'avais lu ce petit bouquin-là, ça fait quand même quelques années, magnifique livre de Neil Gaiman, c'est Neil Gaiman qui a fait beaucoup de BD. Il y a Simon qui nous dit, je travaille justement sur un projet Opéra Omnia, une anthologie de science-fiction fantasy. C'est merveilleux. Wow! Excellent. On peut pas demander mieux que ça. Trop hâte de voir cette série. Je vous suggère la vidéo. Ouais, tac au tac. Philippe Dourier, OK, Jump sur Tac au tac 112. Vous savez que Tac au tac, c'était une émission avant qui était en Europe où il y avait des dessinateurs qui allaient là, puis c'était comme une impro BD, ce que Julien Paris-Sorel fait avec son équipe et tout ça. Ils ont refait là présentement des nouvelles émissions avec des auteurs plus récents. Alors, je sais que les anciens Tac au tac sont encore disponibles sur Internet. Et puis, les nouveaux également vont être disponibles avec chez Olivier Taduc à travailler là-dessus. Il va y avoir d'autres gens qui vont travailler là-dessus. Alors, ça, c'est merveilleux de voir les dessinateurs vraiment se lancer comme ça. Puis, il y a même des scénaristes qui l'ont fait également. Alors, donc, je termine avec Neil Gaiman, qui est un auteur de génie, auteur de romans et auteur de bande dessinée également. Pourquoi j'en parle? Parce que récemment, j'ai fini d'écouter la merveilleuse série American's Gods qui est apparue dernièrement sur, je me souviens pas du poste, mais c'est pas important. J'avais des doutes sur la capacité d'adapter ce livre-là, parce que c'est quand même un livre qui est assez costaud. Mais ils l'ont bien fait. Ils l'ont vraiment bien adapté. Et puis, ça m'a donné le goût de relire le livre. Et puis, je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Je vous en parle un peu. Je termine avec ça. Alors, à peine sorti de prison, Ombre rencontre voyageur, un personnage intriguant, dieu antique, comme le suggèrent les indices énigmatiques qu'il sème à longueur de temps. Fou furieux ou bien simple arnaqueur, en quoi consiste le travail qu'il propose à Ombre? En acceptant d'entrer à son service, ce dernier plonge au cœur d'un conflit qui le dépasse. Opposant héros mythologiques de l'ancien monde et nouvelle idole profane de l'Amérique. Mais comment savoir qui tire véritablement les ficelles, ces entités légendaires saxonnes issues de l'autre dent ou les puissances de consumarisme de la technologie, à moins que ce soit le mystérieux Monsieur Monde. Neil Gaiman, je l'ai dit, Sandman, tout le monde se rappelle de Sandman. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est vraiment comme... c'est une BD qui est comme culte. Prix Hugo, prix Nebula, prix Locus, prix Bram Stoker, ça a tout gagné. En gros, ça parle de quoi? Ben, c'est une critique acerbe de la société américaine. Ça va vraiment décrire les nouveaux dieux étant comme les médias, l'Internet, la technologie, les voitures, tout ce qu'on idolâtre dans le fond présentement. Et puis, Voyageur, ben, c'est réellement Odin qui va vouloir faire la guerre aux nouveaux dieux. Alors, il va réunir des anciens dieux
qui vivent sur nos planètes, sur notre planète en étant humain, puis il va essayer de partir cette guerre-là. Alors, c'est vraiment sublime, c'est super bien écrit. C'est comme un road movie, ce roman-là. On se promène un peu partout aux États-Unis. On voit vraiment les nouvelles façons d'idolâtrer les nouveaux dieux. Maintenant, on perd plus notre temps dans les églises, on les perd devant nos écrans. On les idolâtre, on les aime. On n'a plus besoin de faire de sacrifices humains. Maintenant, les tueurs en série en font pour nous autres. Alors, les nouveaux dieux sont bien nourris. Tout ce côté-là est extraordinairement bien développé. Et Neil Gaiman va jouer beaucoup avec la mythologie, mais pas seulement la mythologie nordique, on vraiment dans la mythologie partout, africaine, japonaise, partout. Il va aller tout réunir ces anciens dieux-là pour former cette genre de groupe qui va essayer de combattre les nouveaux dieux. Et le mystérieux Monsieur Monde qui représente les nouvelles divinités va bien entendu, dans un premier plan, essayer de l'arrêter et ensuite le combattre. C'est un super beau livre. La série est super bien adaptée. J'ai adoré ça. Puis, si vous avez une série à écouter, écoutez ça. Puis, si vous avez un livre à lire, il reste bientôt, là. Allez, vous trouvez ça de Neil Gaiman, dans l'édition J'ai lu. Ça, c'est la version française, American's God. Très, 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 très beau bouquin. Alors, sur ce, je vous remercie de votre écoute et de votre participation. Et puis, si vous avez aimé, un petit j'aime, un petit partage, sinon, c'est sans problème. J'avais dit que je voulais discuter du triangle secret la semaine passée. Je me suis rendu compte que je me souvenais pas assez de cette série-là. Je l'ai lu dans ma jeunesse. Je vais essayer de la relire pour bien en parler parce que j'ai essayé de recommencer à me souvenir de cette série-là, puis ça c'était sorti carrément de mon esprit. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, une bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Si vous avez des suggestions, des questions, des commentaires, vous m'en faites part sur cette vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter à tous bonne BD. Merci.